rencontre, la voix Abdel-Fadel. Luc, contente de te retrouver, puis parlons d'une guerre dont on ne parle plus. Tu sais, tout le conflit ukrainien avec la Russie, Vladimir Poutine. Me semble qu'on dirait que c'est fini dans notre tête, cette guerre-là. Effectivement, c'est assez étonnant parce que dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on compte le nombre de blessés et de morts dans les centaines de milliers. Là. On est rendu dans le 300-400 000. Là. C'est assez énorme. Et on n'en parle plus. Et non seulement on n'en parle plus, mais il est en train de se jouer un jeu de coulisses qui fait en sorte qu'on va peut-être finir par les laisser tomber. Et je m'explique. Les républicains qui ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, ce groupe-là qu'on appelle le Freedom Caucus, Oui. ce sont des gens, ce sont eux qui ont eu la tête de Kevin McCarthy quand il a été élu président de la Chambre. Et ce sont des gens qui retournent à une vieille politique américaine des années 20 et des années 30, l'isolationnisme. On ne veut plus se mêler de toutes les guerres du monde. On ne veut plus en entendre parler. Et là, le président Biden a présenté c'est-à-dire un projet de loi à la Chambre des représentants, lequel contenait ce qu'il fallait pour aider l'État d'Israël, comme les Américains le conçoivent, et ce qu'il faudrait maintenant pour aider l'Ukraine dans sa lutte Puis lui, contre il la fait ça. Russie. Il met ça les deux en Il même met temps. les deux ensemble. Comme ça, tu peux pas dire oui pour Oui, Israël. mais il a été obligé de reculer. Ils l'ont séparé. Ils ont entériné l'aide à Israël. Mais à l'heure actuelle, il semble y avoir absolument rien qui pourrait faire changer d'avis le Freedom Caucus. Et ne nous faisons pas d'illusions. Les Américains ont créé une coalition pour venir en aide à l'Ukraine. Mais cette coalition, elle va voler en éclats parce que les Américains sont ceux qui, de loin, de très, très loin, ont amené le plus d'armement, le plus d'aide sous toutes ses formes à ce pays-là. Ici, ils se retirent du jeu. C'est pas vrai que l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada continuer. et la France vont continuer. D'autant plus que ce sera carrément pas faisable. Alors, on est devant une situation terrible. Le Washington Post avait, hier et aujourd'hui, un grand papier, pour parler comme les journalistes, sur la fameuse contre-offensive ukrainienne durant l'été. Eh bien, la contre-offensive a été un désastre. C'était un désastre à tous égards. Et c'est un désastre qui a permis aux Russes, dans les mois qui précédaient, de construire des fortifications et des champs de mines à peu près impossibles à traverser. Il y a eu beaucoup de bisbilles entre les Américains derrière les portes closes et les Ukrainiens, à savoir comment est-ce que l'armée devrait agir dans cette contre-offensive. Ils se sont pas mis d'accord. Et on note aussi en Ukraine que cette espèce de courage incroyable dont ont fait preuve les Ukrainiens il y a 2 ans, ça fera 2 ans en février, est en train de disparaître. Là, vraiment, les gens sont à bout. Mais c'est quoi qui rend le monde insensible et indifférent de ce qui se passe là-bas? Puis C'est la nature, la nature profonde de tous les médias. Il y a 24 heures dans une journée, alors on peut pas avoir plus de nouvelles que 24 heures de nouvelles, là, tu comprends? Alors, à un moment donné, Israël devient une guerre qui surpasse comme champ d'intérêt la guerre en Ukraine. Tout le monde a une sorte de partie prenante dans la guerre en Israël, que ce soit les chrétiens pour qui c'est là qu'est né le Christ et c'est là que tout le monde a... les évangiles ont été écrits dans cette région-là du monde. Mais Luc, est-ce que le fait qu'on ne voit pas de piste d'atterrissage, puis que personne n'ose dire à Zelensky, là, il va falloir que tu t'assieds, là, puis que tu négocies, puis c'est pas vrai que tu vas tout gagner, puis il va falloir faire des compromis. Le fait qu'on n'en arrive pas là, puis on est juste en train de maintenir sur le respirateur artificiel l'Ukraine. Mais ça vient démontrer ce que je pensais d'ailleurs au début, mais à savoir qu'il y avait quelque chose d'un peu loufoque dans la façon dont l'Occident a décidé qu'on appuyait les Ukrainiens. Ouais. C'est-à-dire que ils ont créé... D'abord, ils ont bloqué tout, là, tu sais, puis plus moyen de faire de transactions, plus de banques, plus de ci, plus de ça, plus de ça. Ils ont tout bloqué ce qu'ils pouvaient bloquer. Ça n'a rien changé.
Ben, en 2 temps, 3 mouvements, les Russes se sont tournés de bord, puis ils ont des alliés qui s'appellent la Chine. Hein? Puis la Chine, ben, puis l'Iran. L'Inde, je pense pas qu'ils s'impliquent. Ben, ils se sont pas impliqués, mais ils ont continué à les approvisionner en différentes autres matières premières. Avec du pétrole, bien effectivement. Sûr. Mais je veux dire, Et surtout, pendant que tout le monde fait ça, Vladimir Poutine est en train, justement, l'homme qu'on a voulu isoler et qu'on décrivait comme complètement isolé, entreprendre demain un voyage qui va l'amener aux Émirats arabes unis. Ça, c'est le Qatar. Quand on parle du Qatar dans la guerre d'Israël, il s'en va là. C'est un ami proche. Aux Émirats? Aux Émirats arabes unis. Il va aller à Dubaï. Oui, Dubaï. Et il va en Arabie saoudite, à Riyad. Et il va rencontrer là les gens les plus importants dans ces pays-là. Le grand émir Mohamed Ben Zayed, qui est celui qui est derrière la poussée incroyable du Qatar sur le plan économique. Et à Riyad, il va rencontrer le fameux Mohamed Ben Salman pour parler de commerce, d'investissement, de politique internationale. Et, écoute, il est en train de... Et il va peut-être faire un crochet vers l'Afrique bientôt. Donc, il est en train de combler un vide laissé par les Américains qui ont concentré sur 2 endroits, Israël, l'Ukraine, et lui, il arrive puis il dit, ben moi, je suis là. Vous voyez mon armée, ils sont pas capables de la battre, là. Au début, ils ont dit, ils sont pas de calibre, ils sont mauvais, ils sont indisciplinés, ils sont mal entraînés, ils ont du vieil armement. Mais là, à l'heure actuelle, l'armée ukrainienne, avec tout ce qu'on leur a envoyé de chars d'assaut, de véhicules blindés, d'armement, d'artillerie, et les Ukrainiens ont tendance à dire que c'est parce qu'on leur a pas envoyé d'avions de combat, mais c'est parce que on n'envoie pas un avion de combat en se levant le matin, là. Un F-16, disons, un F-18, ceux que les Canadiens ont encore, là, pour encore quelques années, après ça va être le F-35. Ça prend 2 ans et demi former un pilote là-dessus. Et quand je dis 2 ans et demi, c'est quelqu'un qui est déjà pilote d'avion, là. Il s'en va en formation sur ces jets-là pendant 2 ans et demi de temps. Alors, eux autres disaient, envoyez-nous vos F-16, on est capable de les piloter parce qu'on en avait quelques-uns. Il n'y a pas un F-16 qui est pareil dans le monde. Ils ont été modifiés en fonction des besoins de chacun des pays. Mais la pression politique aussi est populaire pour que les États continuent à verser de l'argent. Là, avant, il y avait comme une espèce de... Chacun devait en mettre plus que le voisin. Oui, double down. Envoyez. Là, on dirait que ça s'est calmé un petit peu. Ben, ça s'est calmé au point que tout le monde se dit, mais alors... Et là, quand on va arriver exactement, on arrive là, dans l'hiver, on le voit comme il faut autour de nous ici à Montréal, mais c'est vrai partout. Et là, les gens vont commencer à avoir froid parce qu'ils vont manquer de pétrole, parce qu'ils vont manquer de gaz naturel. Mais à un moment donné, les gens disent, regarde, on veut plus en entendre parler, OK? Parce que la Crimée a toujours été à 90% plus russe. Et le secteur du Donbass est essentiellement russe. Alors... il va falloir que Zelensky, qui a vécu le plus gros high de sa vie et qui nous a tous un peu... il va falloir qu'il redescende sur Terre et que pendant ce temps-là, Poutine, lui, il se promène dans le monde. Mais Zelensky puis il critique aussi. Israël. Il est arrivé, puis... Ben oui, Zelensky va s'adresser au Congrès américain aujourd'hui, mais via satellite, là, via des images transmises. Pour qu'il y ait de l'argent? Oui, pour qu'il y ait de l'argent, puis ils vont l'envoyer se faire voir. La Chambre des représentants ne veut pas. Alors, c'est ça qu'on vit à l'heure actuelle. Puis on a notre Poutine, cet incroyable survivant de tout, qui est en train de renouer, de resserrer les liens avec... Écoute, tu prends les Émirats arabes unis et tu mets l'Arabie saoudite ensemble, c'est le plus gros, excuse-moi l'expression, pote de capital, de cash sur la terre. Et c'est là qu'il s'envole. Puis il va être accueilli en chef d'État par Mohamed Ben Salman et l'autre Mohamed Ben Zayed. Les Américains ne doivent pas être bien contents de voir l'Arabie saoudite... Oui, mais ils ont les mains attachées. Qu'est-ce que tu veux? Flirter avec l'Iran, flirter avec la Russie, puis c'était supposé être leur chien de garde chez les pays arabes. Pas l'Iran, là, mais dans... Non, je parle pas de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, c'était effectivement leurs alliés à tout craint, sauf qu'ils sont devenus plus grands, plus forts, plus autonomes, plus capables de s'occuper d'eux-mêmes. Et trop longtemps méprisés par les Américains. Et trop longtemps méprisés et traités comme tels par les Américains. Et là, ils voient Vladimir Poutine, puis ils disent, tiens, voilà une nouvelle forme d'équilibre. On va avoir les Américains qui vont être à 4 pattes devant nous, puis Poutine qui
veut juste nous aimer. Voilà. Et quand on parle de Russie, c'est que la Chine ne doit pas être loin non plus dans leur... La Chine est juste à côté. Je veux dire, c'est toute la même région. Faut pas oublier ça. Là, les Américains, quand ils s'en vont à la guerre dans ces régions-là, ils s'en vont à 10 000 kilomètres, là. Tandis que les Russes, ils s'en vont à 400-500 kilomètres, là. Tu comprends? Il y a quelque chose... Il y avait quelque chose de naïf, comme les Américains apparaissent parfois être naïfs, comme ils l'ont été quand ils ont envahi en 2003 l'Irak. Il y avait une naïveté qui accompagnait tout ça, des armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Ils n'ont plus de crédibilité dans le monde arabe. Leur appui actuel face à Israël fait d'eux autres des gens qu'on ne veut pas trop fréquenter. Et pendant ce temps-là, Poutine, qui est un drôle de personnage, n'est-ce pas, un peu inquiétant, est en train de reprendre son rôle géopolitique comme jamais avant. Et pendant ce temps-là, Israël a défoncé le secteur sud de la bande de Gaza. Et là, il paraît qu'on n'a rien vu encore en termes de drame humanitaire, parce que si les gens étaient rendus dans le sud, c'est parce que l'armée israélienne leur avait dit « Allez-vous-en dans le sud », c'est parce qu'on bombarde dans le nord. Ils sont arrivés dans le sud, puis là, ils les bombardent eux autres aussi. Il y a une école qui y a passé. Il y a un hôpital qui a été non seulement débordé, mais plus capable de fonctionner. Luc, c'est juste des dommages collatéraux. Oui, c'est ça. C'est l'euphémisme du siècle. Des dommages collatéraux, ça compte pas, cette affaire-là. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Moi aussi.